Notre invité s'est défini comme une personne engagée auprès des communautés du Mali à travers l'art, la culture et le marketing territorial. Avec sa petite valise rouge, elle sillonne les villes du Mali, du nord au sud, en passant par les centres. Comme vous l'avez deviné, nous recevons Yenobou Sidibé, dite Zeina Walaha, ou Zeina la petite valise rouge. Zeina, bonjour. Bonjour, Wandahoui. Dalafia. Warkasab. Alhamdulillah. Ça va? Ça va, Dieu merci. Et comment se passe le séjour à Tombouctou? Bon, moi je suis Tombouctoudien. Donc Tombouctou c'est chez moi, comme on l'a dit, Ankasso. Donc partout dans le Mali c'est chez nous et quand on est chez soi, le séjour se passe très bien, Dieu merci. Et c'est l'essentiel. Et Zeina, comment vous est venu le déclic pour les arts, la culture et le marketing digital ou territorial, je veux dire? Bon, le déclic pour l'art et la culture, bon, je pense que j'étais passionnée de ça depuis adolescente et tout. Le déclic, c'est venu au lycée et quand j'ai rencontré le chemin de Walaha, à l'époque, c'était les clubs Walaha. Et moi, j'étais au lycée où on avait un club Walaha depuis le lycée. Donc, j'ai adhéré les clubs Walaha de lycée Philippe Dabo à l'époque et avec les camarades. Après les cours, les autres rentraient à la maison, mais nous, on était dans la salle. On faisait des pièces de théâtre, l'écriture de scénarios et des activités culturelles. Donc, c'est là que la passion est venue. Et après le lycée, on a continué au Conservatoire des Arts et ainsi de suite. Donc, depuis les lycées jusqu'à aujourd'hui où vous occupez le poste de chargé de projet à Walaha, quels étaient les défis à l'époque, surtout quand une jeune fille s'insère dans le domaine des arts, avec tous les stéréotypes et tout ce qu'on raconte autour des secteurs de la culture et des arts? Bon, je pense que moi, j'ai été chanceuse parce que, comme vous le dites, nous sommes dans une société patriarcale et il y a des métiers qui ne sont pas du tout faciles pour la femme d'exercer. Parce que qui parle de métiers de l'art et la culture, notamment de l'audiovisuel, ça demande beaucoup de déplacements, ça demande beaucoup de présence sur le terrain, au boulot et tout. Et dans nos sociétés, la femme a d'autres contraintes, d'autres obligations et d'autres choses qui les attribuent en fait. Donc je pense déjà, c'est d'abord, avec les parents, c'était pas facile, mais au fur et à mesure, ils ont compris. Eux aussi, comme j'ai dit, moi je commence avec le club Walaha. Et après, j'ai adhéré au groupe Walaha, parce que du club Walaha, il y avait le groupe Walaha. Et j'ai retrouvé ce figure paternelle. Moi, je pense que Walaha, c'est ma famille en fait. Je pense pas que Walaha, c'est une entreprise où je suis juste employée. Walaha, c'est une famille. Walaha, c'est chez moi. Walaha, c'est pour moi. C'est comme ça que je définis. Donc, du coup, j'ai été accueillie à Walaha. J'étais la plus jeune. Donc, du coup, j'ai eu ce figure paternelle qui est le premier responsable de Walaha, qui est mon père voilà, adoptif. Donc, du coup, il y a eu cet accompagnement paternel tout au long, que ce soit au lycée. Après, je suis allée au conservatoire où j'ai fait ma licence en multimédia. Donc, du coup, je jumelais à l'époque l'école et la formation parce que j'étais déjà allée au conservatoire. Et après les cours, je partais directement au bureau aussi pour continuer sur le terrain, en fait. Donc, au même temps que moi, j'étudiais, au même temps, j'étais sur le terrain. Donc, du coup... Donc, vous n'avez pas attendu Voilà, je n'ai pas attendu de voilà, terminer les études. Depuis la première année déjà au conservatoire, moi, je travaillais déjà à Walaha comme photographe, comme script. Et voilà, sur les plateaux, je fais tous les grands festivals de la sous-région, étant déjà au conservatoire. Et donc, du coup, après le conservatoire, est-ce que je pouvais aller nulle part que Walaha parce que c'est là où j'ai été formée, c'est là que je connais. Donc, j'ai commencé à travailler là-bas comme chargée de communication, après comme chargée de relations. Et aujourd'hui, je suis directrice de programme du groupe Walaha et notamment, je pilote le projet Marketing Territorial Mali, qui est l'un de nos programmes parmi tant d'autres en fait. D'accord, intéressant, puisque vous parlez du marketing territorial, on vous avez vu réaliser plusieurs vidéos dans ce sens. Et comment est-ce que vous faites quand vous allez à la rencontre de ces différentes communautés qu'on voit dans vos vidéos? Et en fait, pour ceux qui ne savent pas, Walaha n'est pas qu'une structure qui est dans la communication, dans la culture et l'organisation des événements. En fait, Walaha est une structure qui est beaucoup dans le développement communautaire. Depuis la création de Walaha, nous avons été auprès des communautés. Et tous les projets de Walaha ont toujours été des projets qui ont siégé au sein des communautés.
Quand tu prends déjà, quand la crise en 2012 a déclenché, Wallaha fut l'une des premières structures à faire le projet Désert pour seul refuge qui a été au camp de Dori au Burkina. Donc on a toujours été auprès des communautés touchées par les situations sécuritaires, sanitaires et d'autres catastrophes naturelles en fait. Que ce soit le festival Ciné Ado du groupe Wallaha qui est devenu avec le temps ACNA. Ciné Ado a été créé dans des localités du Mali, notamment on a sillonné Sikasso pendant longtemps, Silinké pendant longtemps, avant de déposer nos valises à Kouloukoro, dont le festival est né d'ailleurs du programme marketing territorial OK Kouloukoro. Donc, c'est juste pour dire que Wallaha a toujours été auprès des communautés du Mali et nous avons toujours eu des initiatives itinérantes qui voyagent à la rencontre des communautés. Donc, moi, j'ai été formée dans ce sens. J'ai toujours été à l'écoute des enfants parce que Wallaha aussi, c'est les enfants. On a commencé par ça. Et j'ai été toujours à l'écoute des enfants. J'ai toujours été dans les communautés avec Wallaha. Donc, du coup, déjà, cette formation était là déjà. Comment se comporter dans les communautés, comment être à la rencontre de ces communautés. Et comme je l'ai dit, on nous a toujours dit qu'à Wallaha, nous, on s'est dit toujours que l'un de nos objectifs principaux, c'est d'aller à la rencontre des communautés, nous imprégner de la réalité, en fait. Donc, c'était déjà facile pour moi parce que j'avais cette formation de base depuis longtemps. Et donc, me retrouver auprès des communautés, c'est comme si on a dit c'était chez moi, en fait. Certes, il y a toute une équipe derrière mes vidéos, ce que les gens ne savent pas. C'est pas Zena seulement qui prend l'appareil photo ou son téléphone, qui s'hasarde sur les dunes blanches de Bitagungu. Ou bien Zena, c'est la partie visible de l'iceberg. Zena, c'est la partie visible, en fait. Et c'est tout un réseau d'experts qui sont derrière les vidéos. Rien n'est fait par hasard. Les voyages sont bien structurés, les créations de contenu sont bien structurées. Tout est structuré de A à Z jusqu'à ce que les trainings que je porte sur les vidéos, en fait, c'est pour dire que c'est un travail d'équipe et de la production à l'infographie, le designer, la direction artistique, l'aspect sécuritaire et tout, en fait. Donc, moi, je suis l'aspect visible. Donc, toutes les vidéos que nous faisons dans les communautés, l'immersion et tout ce que nous faisons auprès des communautés, c'est le fruit de groupe Wallaha et de toute l'équipe en fait de la boîte qui travaille. Et moi, je suis la partie visible parce que ça, c'est mon boulot. En tant que directrice de programme et chargée de communication, je suis l'image de l'entreprise en fait. Voilà. D'accord. Et c'est important ce que vous dites quand vous soulignez le travail que l'équipe qui est derrière vous fait. C'est quelque chose de très important dans une organisation. Et Zaina, puisque vous parlez de communauté, lors de vos voyages, qu'est-ce qui vous a le plus touché? J'en ai fait tellement. Ou la localité aussi. En fait, j'aime pas répondre à cette question parce que pour moi, c'est me piéger. Non, peut-être que vous avez. Non, quand je dis me piéger, je sais parce que moi, pour moi, j'appartiens à toutes les communautés du Mali. C'est comme ça que je me définis. Et Wallaha, c'est toutes les communautés du Mali. Donc, du coup, souvent, quand je dis il y a telle communauté que j'aime plus, donc, du coup, les autres communautés vont me tacler. Bon, j'ai beaucoup de liens avec plusieurs communautés, mais moi, je m'identifie à toutes les communautés, franchement. Si je suis à Tombouctou, je suis Tombouctou-Idjé. Et j'ai d'habitude de dire aux gens que Tombouctou, c'est chez moi. J'ai une histoire personnelle avec Tombouctou en dehors du boulot. J'ai la famille ici, j'ai les frères ici, vous le savez. Et le pays Dogon, c'est chez moi. Les Dogons, c'est mes cousins. Et Wassoulou, c'est chez moi. Kaï, c'est chez moi. Donc, j'aime toutes les communautés du Mali. Mais il y a des cultures, comme vous avez dit, qui me passionnent beaucoup. J'aime beaucoup la culture Dogon parce que c'est une culture qui est très riche dans sa diversité culturelle. Il y a beaucoup de recherches scientifiques. Il y a beaucoup de choses liées à tout ce qui est l'éthique, tout ce qui est la cosmologie, voilà, Dogon et la connaissance des plantes et tout. C'est des choses qui me passionnent. Et j'adore beaucoup aussi la communauté Touareg, qui est ma communauté d'adoption d'ailleurs. Et la communauté Sora et tout. Donc, du coup, je suis Peul. Donc, j'adore bien sûr ma communauté. Et les Soninké, pour ceux qui me suivent, ça fait que je taquine beaucoup les Soninké et les Kassonké. Donc, moi, je pense que je suis de toutes les communautés. Ça dépend vraiment de l'endroit où je me trouve et de mon humeur du jour, en fait. Okay. En résumé, vous vous sentez comme une Malienne tout court? Moi, je suis une Malienne africaine, voilà, et mon ethnie dépend de mon humeur et tout. Et ce qui est aussi important, c'est ce qu'on m'enseigne à Wallaha. Et quand tu pars chez l'autre, c'est de s'adapter à ses réalités, à ses différences, à sa diversité culturelle. Et notre responsable, directeur de Wallaha, Foussine, il a d'habitude de le dire que l'un des principaux problèmes du Mali, c'est qu'entre nous Maliens, on ne se connaît pas. Et entre nous Maliens, nous ne partons pas à la découverte du Mali. Et aujourd'hui, c'est ce que Wallaha veut faire en fait. Et Wallaha veut amener les Maliens eux-mêmes à la découverte du Mali, les Maliens à s'imprégner de la diversité culturelle du Mali, de la beauté du Mali.
et aussi les Maliens à s'approcher du Mali. C'est pourquoi notre programme de marketing territorial, nous travaillons beaucoup. Pour le moment, on vise pas, nous ne visons pas des touristes internationaux qui vont venir visiter le Mali. C'est pourquoi on évite le mot touriste. On utilise beaucoup l'immersion. Nous, d'abord, c'est d'amener les Maliens de la grande ville à la découverte du Mali et les Maliens de la diaspora, en fait. C'est vraiment important, surtout en ce moment où notre pays traverse plusieurs crises. Donc, il faut connaître ces réflexes de s'adapter au tourisme local. Exactement. Et l'immersion surtout. Parce que le tourisme, d'après mon chef, c'est des gens, ils viennent, on visite, on fait les photos, on filme ou on photographie le paysage qui nous accueille. Mais l'immersion va au-delà de ça. L'immersion, c'est venir vraiment s'imprégner, c'est vraiment venir en contact avec la communauté, travailler avec la communauté, observer la communauté, voir les difficultés, les atouts de la communauté et créer des projets, des start-up ou des activités de sources de revenus autour de cette communauté, en fait. Nous, on ne veut pas organiser des activités où il y a des gens seulement, des Maliens de Bamako, de la grande ville de diaspora, qui vont venir, par exemple, à Tombouctou, faire la photo devant la mosquée de Djinkaribert, sur la dune d'Abaradjou et tout. On veut créer des activités où une Malienne de la grande ville ou de la diaspora vient à Tombouctou, il fait une photo devant la mosquée de Djinkaribert, il fait un petit tour à la bibliothèque des manuscrits, il essaie de réfléchir quel projet impactant, quelle start-up il peut mettre en place qui va essayer au Tombouctoutien de profiter de ces manuscrits, quel projet il peut mettre avec Sankore Lab qui sont des jeunes vraiment passionnés dans le cadre du numérique et du digital pour créer des projets de sources de revenus. Voilà un peu ce que nous voulons créer avec notre volet immersion du programme de marketing. Je profite de votre micro parce que voilà, je sais que vos plateformes sont beaucoup suivies pour dire que le programme de marketing territorial n'est pas qu'un programme d'immersion ou de tourisme en fait. C'est un vrai projet de développement communautaire et c'est l'un de nos projets phares et ce projet vraiment nous tient à cœur et je pense que c'est le projet qui a été le plus accueilli par le public malien et africain en général en fait. Donc c'est un projet qui est là pour nos communautés, pour développer nos communautés, pour mettre l'art et la culture au profit du développement communautaire en fait. Je tenais vraiment à préciser ça pour que les gens ils puissent comprendre que c'est pas seulement la vallée rouge, c'est pas seulement sillonner le Mali, c'est pas seulement montrer la beauté du Mali. C'est des outils, ça fait partie, on l'utilise, mais c'est un vrai projet de développement communautaire. Voilà. Ok, merci Zeyna. Et vous voyagez, je l'avais dit dans mon introduction, vous sillonnez un peu partout les villes du pays et beaucoup de jeunes rêvent de vous suivre dans cette aventure. Quelles sont les conditions et quels conseils donnerez-vous à ces jeunes qui veulent faire comme vous? Les conditions, d'abord, au niveau de chez nous à Wallaha, avec notre programme de marketing territorial, nous ouvrons des immersions. Pour le moment, on a fait beaucoup d'immersions. Et on va dire, juste pour permettre aux jeunes Maliens, on ne peut pas faire visiter le Mali à tout le monde, mais on fait des sélections et tout. Et ce n'était pas des immersions payantes pour que les gens puissent aller découvrir des activités de nos patrimoines comme le Sankemo, le crépissage et beaucoup d'autres activités. Mais nous organisons aussi des immersions payantes avec des sommes forfaitaires qui nous permettent au moins quand même de couvrir le minimum de voyage des jeunes en fait. Et là, nous faisons notre lancement du 20 au 24 mai et après ça, nous allons sortir notre programme tout au long de l'année où les jeunes peuvent choisir des différentes dates pour aller en immersion dans différentes localités, suivre nos différentes équipes et aussi avec des tarifs bien accessibles à tout le monde en fait. Et aussi, quel conseil je donnerais? Moi, je dirais qu'il faut être patient, persévérant et avoir l'amour en fait parce que nous sommes une génération très pressée et nous sommes une génération qui n'est pas vraiment, qui reste stable à un endroit en fait parce qu'aujourd'hui les jeunes par exemple ça fait plus de 10 ans que je suis à Wallaha et j'ai été formée, je travaille là-bas et j'apprends chaque jour que Dieu fait. Donc je ne suis pas du genre de personne à être là aujourd'hui, à être là demain. Je suis nomadisme par voyage, par expérience, mais côté professionnel, je suis vraiment restée stable. Et je pense qu'il y a cette stabilité qui manque beaucoup aujourd'hui à notre nouvelle génération. Je le dis aux jeunes stagiaires que je reçois, aux jeunes que j'ai formés ici. Je dis, il faut rester vraiment persévérant, il faut rester vraiment déterminé, la patience et surtout le sens de l'écoute. On a une phrase qu'on aime dire, notre génération, oui, quand je fais ça, on profite jamais de toi. Tu apprends toujours, quelle qu'en soit la situation, tu vas apprendre en fait. Donc moi, c'est le courage,
la persévérance, la patience, surtout la passion. Parce que travailler dans une structure, être dans le développement communautaire, être auprès des communautés, ça demande de la mobilité, ça demande beaucoup de situations sécuritaires, ça demande d'être mobile en tant que femme, spécialement les jeunes filles. C'est pas du tout facile. Il faut d'abord avoir l'amour et la passion du métier et aussi voilà, la persévérance, le courage et avoir des bonnes personnes. Et moi, ma chance, c'est que j'ai eu un bon mentor. Tout le temps, je le sais de le dire. Ok. Voilà, ça, c'est une chance énorme. C'est ça, vous parlez de bons mentors, justement. Et on a parlé aussi de nomadisme. Est-ce que cela n'est pas dû souvent à la manière dont ces jeunes sont traités dans leur structure? Là, en fait, c'est un sujet, ça dépend. Chaque structure a sa réalité. Personnellement, je suis très mal placée pour donner la réalité d'autres structures parce que je n'ai pas eu à travailler dans d'autres structures. J'ai eu à travailler en collaboration avec beaucoup de structures. D'ailleurs, toutes les structures au Mali qui interviennent dans le domaine de ce que nous faisons, j'ai eu à collaborer avec eux. Mais je n'ai pas d'expérience de travailler dans plusieurs structures pour pouvoir dire comment les jeunes sont traités. Et chaque entreprise a des hauts, a des bas, a sa manière de traiter ses employés, a sa manière de collaborer avec ses employés ou ses partenaires. Nous, à Wallaha, on évite beaucoup le mot employé. À Wallaha, on n'a pas d'employés. À Wallaha, on a des collaborateurs. Okay. Chez nous, on est tous des collaborateurs, que ce soit le directeur du groupe Wallaha jusqu'à nos stagiaires, c'est des collaborateurs, c'est des partenaires en fait. Et là, nous, on a notre manière de faire, on a notre manière de travailler, et chaque structure. Mais ce que moi, je dirais aux jeunes, quelle que soit la manière qu'on les traite dans les structures et tout, il faut aussi qu'ils comprennent qu'ils sont dans une phase d'apprentissage, qu'ils doivent être vraiment très patients. Mais cela ne veut pas aussi dire que les chefs d'entreprise aussi doivent vraiment traiter les jeunes d'une manière vraiment qui leur donne le dégoût du métier. Si ces jeunes-là viennent dans vos entreprises, c'est pour apprendre. Ils ont besoin d'accompagnement, ils ont besoin d'être vraiment encadrés. Voilà. C'est important. Merci, Zeina. Vous êtes beaucoup présente sur les réseaux sociaux. Et quels conseils donnerez-vous à ces jeunes ou bien à ces personnes qui veulent être comme vous, être constantes, avoir une belle e-réputation? Bon, je ne sais pas si j'ai une bonne réputation, je viens de l'apprendre. E-réputation, j'ai dit. Ok, d'accord. Et je conseille, les réseaux sociaux, c'est des outils aujourd'hui que moi, je pense que c'est des outils indispensables dans ce que nous faisons, dans le domaine dans lequel nous intervenons en fait. Donc du coup, utilisons les réseaux sociaux pour nous former, pour créer surtout des liens et surtout pour créer des adresses professionnel parce que c'est un bon créneau professionnel pour faire promouvoir ce que tu fais et donner la visibilité à ton activité en fait. Donc, je demande aux jeunes d'utiliser les réseaux sociaux à bon escient et d'être vraiment persévérants et dans ce qu'ils font et d'avoir le courage et la détermination, comme on le dit, quelle qu'en soit la durée du labeur, ça va un jour porter fruit en fait. C'est pas du tout facile et les réseaux sociaux ont beaucoup de côtés négatifs et tout, mais voilà. Ok, merci Zeina et on espère que notre entretien va apporter beaucoup de fruits à ceux qui nous suivent en ce moment. Et merci à vous, chers internautes, d'avoir suivi ce podcast Impact et Influence. On se retrouve à très bientôt pour notre numéro.